Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Dessous de la langue. Aujourd'hui, on va parler d'une expression qui nous emmène directement au Moyen-Âge, payer en monnaie de singe. Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les Dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? À l'origine, payer en monnaie de singe, c'était régler une dette, mais pas en argent. On payait alors en nature, autrement dit avec un savoir-faire ou un petit service qui ne se convertissait pas en pièces sonnantes et trébuchantes. Aujourd'hui, cela ne vous aura sans doute pas échappé, l'expression a un peu changé. Elle peut vouloir dire payer avec de la fausse monnaie ou le plus souvent ne rien payer du tout. En clair, régler avec des promesses, de belles paroles, bref, escroquer allègrement son créancier. Mais alors, cette monnaie de singe a-t-elle vraiment existé? Eh bien oui, figurez-vous, puisque au XIIIe siècle, à Paris, Saint-Louis, le roi, instaure une taxe pour traverser la Seine par le pont Neuf reliant la rue Saint-Jacques à l'île de la Cité. Tout le monde devait payer, sauf une catégorie bien particulière de personnes, les battleurs et les jongleurs, autrement dit les amuseurs publics, chanteurs, poètes, dresseurs d'animaux, ceux que l'on nomme gentiment les troubadours. Eux pouvaient passer gratuitement à condition d'exécuter un petit numéro devant le péager. Et pour les montreurs de singes, c'était simple. Un tour de leur animal, une danse, une grimace, et hop, le passage était gratuit. Et c'est de là qu'est née l'expression payer en monnaie de singe. Alors on peut se demander, était-ce vraiment un privilège? En réalité, oui et non. D'un côté, ces amuseurs n'avaient rien à vendre. Ils vivaient souvent de mendicité et on considérait qu'ils ne tiraient aucun vrai revenu de leur art. De l'autre, ils animaient la ville. Leur spectacle apportait un peu de vie sur le marché. Alors, en échange d'un petit tour, on leur laissait le droit de traverser. D'ailleurs, il n'y avait pas que les montreurs de singes. À Paris, on comptait aussi 3 jongleurs, 2 joueurs de flûte, un ménestrel, 3 trompettistes. Et eux aussi payaient leur passage avec une chanson ou un morceau de musique. Qui a vraiment fixé cette règle, me demandez-vous? En 1268, Étienne Boileau, l'un des premiers prévôts de Paris, rédige le fameux Livre des métiers. Le prévôt, c'était alors un peu l'administrateur du roi sur la ville. Et dans ce livre, il consigne toutes les règles qui régissaient Paris, et notamment le passage du pont. C'est dans ce texte qu'on retrouve pour la première fois la mention de la monnaie de singe. Alors bien sûr, tout le monde n'avait pas ce privilège. Les forains, les commerçants et les artisans de l'île de la Cité, eux, devaient payer leurs taxes. Étienne Boileau répertorie une centaine de métiers: cloutier, chapelier, mercier, huilier, tavernier, pêcheur de la Seine, crieur de vin, mesureur de blé, et la liste est longue. Je vous la passe en entier. Et attention d'ailleurs, puisqu'on retrouve également dans cette catégorie le marchand de singes, celui qui vendait l'animal, qui devait payer lui aussi, contrairement au montreur qui passait gratuitement en faisant rire la foule. Comment est-ce que cette drôle d'histoire a-t-elle finalement traversé les siècles? Eh bien, elle a tout d'abord beaucoup inspiré les écrivains et les linguistes. Rabelais, par exemple, en 1532, écrit dans Pantagruel qu'un certain Jean des Entomeurs acheta 2 précieux tableaux et les paya en monnaie de singe. En 1690, l'abbé Furetière explique dans son Dictionnaire universel: on dit qu'un homme a payé en monnaie de singe, c'est-à-dire en gambade. Au XIXe, ensuite, d'autres auteurs reprennent la formule. Pour le professeur Landroy, c'est donner de mauvaises raisons pour retarder un paiement. Et en 1829, un recueil de proverbes définit la monnaie de singe comme s'acquitter avec des promesses et des révérences. D'ailleurs, un vieux proverbe de l'époque le résumait très bien: à grand prometteur, il faut peu croire. Et voici comment une petite exception médiévale, un simple privilège accordé aux montreurs de singes, est devenu une expression toujours vivante aujourd'hui. Vous venez d'écouter les Dessous de la langue. Si vous aimez ces histoires cachées derrière les mots, pensez à vous abonner, à liker ou à partager l'épisode autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et de faire voyager les expressions encore plus loin. À très bientôt pour de nouvelles anecdotes.